Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Je crois ne pas me tromper en disant qu'il y avait une très belle énergie qui s'est déjà mise en place hier, une première séance d'après-midi de ce très beau colloque. Et nous avions terminé donc avec la table ronde du lycée Pointe-à-Pied, avec Sherry Farrell-Rossett et Annette de Stecher, et une grande discussion a été dégagé, nous a permis de toucher à plusieurs points qui concernaient hier la mise en valeur d'une œuvre comme celle-ci et tout le potentiel qu'elle a dans l'enseignement de premier cycle notamment, et avec beaucoup de références aux situations complexes, importantes à considérer pour l'enseignement dans le milieu universitaire, alors que nous essayons de reconfigurer nos espaces pour placer, aider à comprendre et aller vers l'histoire des cultures matérielles et visuelles autochtones et toute l'importance des participations des communautés, des artistes autochtones dans ces enseignements. Donc, un chantier en mouvement, un chantier qui s'est reflété avec des considérations différentes, que ce soit pour le Québec, qu'on a vu ici, pour Colorado avec Annette de Stecher, ou encore pour une expérience pluriprovinciale qu'a pu avoir Sherry Farrell-Rossett et à Montréal, et à Manitoba et au Saskatchewan, où elle enseigne maintenant. Et la thématique de la pédagogie continue ce matin de manière très résiliente et productive, puisque nous entendrons dans un premier temps donc Pierre-Olivier Ouellette et Amy Côté, donc dans une présentation à deux, je crois, c'est ça? Oui. Et nous aurons ensuite le privilège d'arriver à une série de présentations qui reflètent, il me semble, le noyau, le point de départ de tout ceci, c'est-à-dire les travaux des personnes qui ont été dans le cours de Pierre-Olivier il y a quelques années et qui viennent maintenant nous livrer ces fruits de leur recherche de l'époque. Donc, Sophie Quirion, Marianne Lontin, co-organisatrice évidemment de ce beau colloque avec Pierre-Olivier et moi-même, Camille Bourgeois, Marie-Ève Harvey, Gabrielle Sartou et Vanessa Foisy. Voilà. Donc, voilà, oui, un privilège de pouvoir retourner à la source et vous entendre maintenant, ces années plus tard, et les perspectives que vous avez développées. Donc, le dynamisme de ce milieu universitaire s'annonce encore de cette manière. Donc, en premier lieu, je vais passer la parole à Pierre-Olivier Ouellette et à Amy Côté. Dire simplement, si vous... j'avais fait une présentation hier après-midi de Pierre-Olivier, mais simplement rappeler que donc professeur associé ici à l'UQAM, enseignant de plusieurs cours depuis de nombreuses années, à l'UQAM aussi professeur au cégep de, tout à coup, je m'excuse, mais j'ai un blanc, du Vieux-Montréal, donc notre voisin, comment est-ce que j'ai pu oublier? C'est ce qui arrive quand le café n'a pas encore été complètement pris. Et donc aussi chercheur principal du projet qu'on a cité hier sur les tableaux de François Baillarger et le principal chercheur pour le projet que nous avons, auquel nous nous réunissons aujourd'hui. Et avec Pierre-Olivier, donc Amy Côté, qui, après une formation en histoire à l'Université de Sherbrooke, entame en ce moment un doctorat en pédagogie à l'Université McGill. Elle s'intéresse particulièrement aux pratiques d'enseignement en forme délocalisée au musée. Et j'ai très hâte à vous entendre là-dessus, étant venu de ce milieu-là. Donc, sans plus tarder, merci beaucoup pour ce que nous allons entendre. Donc, je vous passe la parole. Bon, alors merci pour cette présentation, Dominique. Très content d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce parcours pédagogique et tout particulièrement, je dois dire que je me considère pour le moins privilégié de cette collaboration avec Amy Côté
qui apporte un éclairage sur les éléments pratiques de mon enseignement universitaire. Alors, bon, comme quoi, c'est tout à fait donc, formidable d'être un sujet d'étude à quelque part, mais bon, c'est un petit peu extraordinaire comme situation. Notre présentation d'aujourd'hui s'intitule « Du prosélytisme à l'exercice critique », donc une réutilisation pédagogique de l'œuvre. Et bon, voilà, donc je présente un petit peu ces éléments. Vous allez voir qu'on a différents temps là, à cette présentation. Alors, à l'aune des multiples approches méthodologiques, idéologiques et culturelles en histoire de l'art au XXIe siècle, il semble compris et accepté qu'un objet d'art ne se prête pas qu'à une seule lecture légitime, également invariable dans le temps. De fait, de nombreuses strates significatives et symboliques peuvent être déclinées à partir d'un seul objet, suscitant une densité de questions et de regards distincts selon les chercheurs et les époques. En prenant appui sur une œuvre incontournable de l'histoire de l'art au Canada, un exercice polysémique a été mis au point avec les étudiantes, et j'utilise la forme féminine étant donné que ce sont effectivement des étudiantes qui sont avec nous aujourd'hui et qui sont majoritaires dans les cours. Alors, un exercice polysémique a été mis au point avec les étudiantes du baccalauréat en histoire de l'art à l'UQAM dans le cadre du cours intitulé « Les arts au Québec, au Canada, des 16e au 19e siècle », dont on a discuté justement un peu hier. Alors, reposant sur la démarche d'enquête propre à l'historien de l'art, de la problématisation à la communication d'une interprétation, les étudiants étaient invités à réfléchir en fonction de différents thèmes. En quelque sorte, la peinture qui relate le principe de la conversion par l'image, appliquée par les jésuites au XVIIe siècle, participant ainsi au principe du prosélytisme religieux, allait donner lieu à de nouvelles interprétations dans un contexte d'enseignement universitaire au XXIe siècle. Ainsi, tout en conservant son essence éducative, l'œuvre est passée d'une figuration de la rhétorique divine à un lieu de discussion ouvert à l'imagination et à l'esprit critique également des étudiantes. Comme vous le constaterez, bon, notre présentation est en différents temps. Tout d'abord, je vais présenter le contexte de réalisation de cet exercice. Amy abordera la justification pédagogique de l'activité en histoire de l'art. Ensuite, les étudiantes vont présenter. Donc, très content qu'elles soient présentes aujourd'hui avec nous. Et par la suite, Amy va reprendre la parole pour présenter une justification des apprentissages réalisés par les étudiantes. Donc, je commence donc par la présentation de l'exercice. Celui-ci a été réalisé aux sessions d'été 2017 et également d'hiver 2019. Il s'agissait d'une évaluation sommative sous la forme d'un travail de session divisé en 4 parties. Prenant appui sur un contexte pédagogique authentique et signifiant, l'exercice était présenté aux étudiantes à partir des étapes de présentation de résultats de recherche dans un colloque. La première partie du travail, au tout début de la session, consistait d'abord à établir les bases communes autour du tableau, en prenant pour appui le texte rédigé par François-Marc Gagnon et Laurier Lacroix, publié en 1983. Donc, ils avaient à faire un résumé de ce texte, donc de manière à avoir ces bases communes, et en même temps, le texte est un incontournable pour rendre compte des recherches sur de multiples éléments, tant historiographiques, factuels, historiques et iconographiques de l'œuvre. Ensuite, dans une deuxième partie, à la mi-session, les étudiantes avaient rédigé une proposition de communication concernant l'œuvre de Québec sous la forme d'un court texte de 200-250 mots et accompagné évidemment d'une bibliographie. Afin de soutenir leur imagination dans la rédaction de leurs intentions de recherche et d'argumentation, je leur demandais de développer un angle d'approche personnelle en prenant appui sur l'un des 3 thèmes suivants. Donc, le premier était l'art et la spiritualité. Donc, en investissant, par exemple, le champ de l'histoire et de la spiritualité, le terme permettait d'amorcer une réflexion sur l'expérience de la foi, qu'il s'agisse justement de principes généraux du catholicisme, des ordres religieux impliqués, du contexte missionnaire. Également, c'est possible d'examiner la spiritualité autochtone, voire même les échanges ou les clivages avec la spiritualité des colonisateurs. Le deuxième thème était l'art et le pouvoir. Il s'agissait plus spécifiquement d'aborder donc le pouvoir de façon politique, économique, idéologique, et il s'avérait quand même possible d'interroger, par exemple, la question de la représentation, donc du pouvoir, du rôle des commanditaires, et en même temps, je ne donnais pas vraiment de limite aux possibilités de ce thème qui pouvait aussi tendre vers des enjeux davantage critiques. Enfin, le dernier thème était l'art et la spatialité. Tel que mentionné aux étudiantes, l'espace s'invente, s'expérimente, s'organise selon différents régimes de spatialité.
Alors, ce thème avait comme potentiel de questionner autant l'exploration des terres, la géographie, l'implantation sur un territoire, que de s'intéresser à l'évocation de la nature, voire aux espaces de fiction. Et finalement, donc, la troisième partie de l'exercice était la remise du texte de recherche à la toute fin. Et évidemment, les étudiantes étaient libres au niveau de la structure de l'argumentation. Et dans un cas, donc en 2017, étant donné que c'est un cours d'été, moins d'étudiantes, alors on a pu faire aussi l'exercice de présentation, donc comme si on était dans un espace voilà, donc de colloque et d'échange avec les pairs. Je cède maintenant la parole à Amy. Parfait. Est-ce que tu vas pouvoir changer les diapositives pour moi? Merci. Okay. Donc, je poursuis avec la justification pédagogique de cette activité. Donc, du point de vue de la formation en histoire de l'art, ce type d'activité renferme un potentiel fort pour les étudiants constituant la relève de professionnels. D'abord, en accord avec le paradigme socio-constructiviste dominant chez les chercheurs en éducation et en psychologie cognitive depuis les années 1960-1970, la proposition de mon collègue Pierre-Olivier est axée autour de l'apprentissage actif et centré sur l'apprenant. L'apprentissage est un processus au sein duquel les savoirs se retiennent mieux s'ils sont acquis en action. S'appuyant sur l'idée que les savoirs sont construits par les étudiants à partir d'un bagage de connaissances préalables, ceux-ci apprennent mieux lorsqu'ils réalisent des tâches complexes au sein desquelles ils créent des connexions entre ce qu'ils savent déjà et ce qu'ils conçoivent de nouveau. En effet, toute matière enseignée n'est jamais absorbée intégralement, mais plutôt modifiée par les étudiants afin de s'annexer à des schémas de représentation préalablement présents qui sont alors reconstruits dans leur cerveau. Les études ont également déterminé que les connaissances et les compétences se développent en simultané et ont amené à délaisser cette conception traditionnelle que les étudiants doivent apprendre des contenus avant d'être capables de réfléchir au sujet de ces contenus. Au contraire, il est préférable de faire explorer les savoirs essentiels en engageant les étudiants dans un travail nécessitant de l'effort et de la réflexion. Par conséquent, le rôle de l'enseignant devient, d'une part, de créer des environnements éducatifs au sein desquels les étudiants peuvent s'approprier la matière par eux-mêmes et, d'autre part, d'agir comme un facilitateur de la construction de sens. Les activités pédagogiques complexes favorisant l'apprentissage abordent généralement 3 niveaux de connaissances, spécifiquement des connaissances qui sont dites déclaratives, et là on réfère au savoir en tant que tel, procédurales au savoir-faire, et conditionnelles, c'est-à-dire les savoirs qui sont liés aux stratégies d'apprentissage et à l'auto-évaluation des apprentissages réalisés. Donc, à ce stade, rappelons que les principes que nous venons de détailler rejoignent l'activité préparée par Pierre-Olivier. Ces étudiants sont en effet conviés à s'inspirer des savoirs de l'historiographie, notamment par l'intermédiaire du texte de François-Marc Gagnon, et de la dépasser en amenant une nouvelle signification découlant à prime abord de leur sensibilité propre. L'analyse préliminaire est ensuite confrontée à une recherche solide pendant laquelle les étudiants découvrent des connaissances supplémentaires tout en développant des habiletés pratiques, des savoir-faire liés à l'histoire de l'art. Par exemple, ils sont appelés à analyser et à effectuer une discrimination de leurs sources historiques, qu'elles soient primaires ou secondaires. Les étudiants évaluent les données d'information et jugent de ce qui est pertinent ou non pour répondre à leur hypothèse initiale. La rétroaction fournie par l'enseignant ou encore par les pairs quand il y a eu l'échange du colloque en classe permet aux étudiants de constater les forces et les limites de leur proposition, ce qui peut les mener à revisiter leur procédure et habileté de la pensée dans le cadre d'un prochain travail académique et professionnel ou professionnel. On peut changer maintenant. Passer au deuxième argument. À un second niveau, le travail conçu par Pierre-Olivier, ou l'activité, est en accord avec les théories de l'éducation et du champ très actif de la didactique de l'histoire, au Canada notamment, tous deux stipulant qu'il faut problématiser l'enseignement. Selon le chercheur Ken Bain de l'Université Harvard, les questions alimentent la curiosité, la réflexion et la démarche personnelle. De manière tout autant importante, elles contribuent à l'indexation des nouveaux savoirs et ont la capacité de relever les déficiences de nos structures mémorielles. Dans cette même lignée, elles peuvent éprouver les représentations mentales des étudiants. Telles que rapportées par de nombreux spécialistes, les questions peuvent contribuer à l'évacuation de conceptions erronées déjà apprises qu'il faut désapprendre, une tâche qui ne se fait pas sans heurte. Il est dit aussi que la problématisation entraîne un engagement intense qui met en exercice et peut développer les compétences de la pensée critique. De toute évidence, la problématisation se situe au cœur de l'activité pédagogique proposée par Pierre-Olivier qui interroge la signification d'une œuvre d'art de l'époque coloniale. Maintenant, le troisième argument que je vais présenter.
L'activité proposée dans le cadre du cours en histoire de l'art est d'autant plus enrichissante qu'elle rejoint un autre paramètre central de l'enseignement socio-constructiviste, soit l'importance de présenter des environnements éducatifs qui sont dits contextualisés et signifiants. D'entrée de jeu par contextualiser, nous voulons dire les activités qui prennent appui sur un cadre qui existe dans la réalité du monde, soit des exemples bien réels. Et dans le cas qui nous intéresse, Pierre-Olivier suggère d'effectuer un travail autour d'une œuvre incontournable de l'histoire de l'art de la Nouvelle-France à partir d'autres travaux d'historiens de l'art ainsi que de documents textuels et objets d'art de première main. Et par signifiante, maintenant, il est entendu que les activités pédagogiques doivent représenter les tâches proches parentes de la discipline étudiée. Les études menées en éducation ont relevé l'importance que les étudiants saisissent la pertinence de l'activité proposée dans le cadre de leur formation. Cela accroît la possibilité de tisser des liens avec leurs connaissances préalables, c'est comme ça qu'ils apprennent, en plus d'augmenter leur motivation et leur désir d'approfondissement personnel. Et l'activité pédagogique, ici, incluant toutes les étapes d'une recherche et la communication des résultats dans un colloque académique, peut sans contredit, se voir attribuer l'étiquette de signifiante en histoire de l'art. Quatrième argument. Plus encore, la recherche en éducation a aussi mis de l'avant la notion que l'enseignant doit conférer une certaine place à la formulation de choix et à l'autonomie de l'étudiant dans son apprentissage. Et là, cela semble d'autant plus pertinent que les étudiants à l'université sont destinés à devenir des chercheurs ou professionnels dans le champ de l'histoire de l'art. Et précisons que cette question, comprise comme un partage du pouvoir entre l'enseignant et l'étudiant, se présente deux fois dans l'activité de Pierre-Olivier. D'abord, il offre la possibilité aux étudiants, et là je veux dire étudiantes, de travailler autour de la thématique de leur choix, parmi les trois qu'il a ciblés. Ensuite, il les invite à analyser l'œuvre à partir de leur intérêt personnel. Et selon l'ouvrage « What the Best College Teachers Do », rédigé par Bain, « When we can successfully stimulate our students to ask their own questions, we are laying foundation for learning ». Cinquième argument et le dernier pour cette partie. Finalement, nous soutenons que l'activité de Pierre-Olivier s'inscrit parfaitement dans une conception de l'histoire de l'art qui admet une pratique scientifique située, demeurant toujours tributaire des contextes sociétaux et des biais de l'historien de l'art et donc ouverte à la réinterprétation. Pierre-Olivier promeut une lecture polysémique du tableau donné à l'étude et se garde d'imposer un prisme restreint d'analyse, un corpus documentaire rigide, etc. Il incite les étudiants à rédiger une compréhension personnalisée qui ne néglige aucunement les discours des experts, mais qui ne tombe pas dans une vénération non critique de l'historiographie. Sans basculer dans un relativisme radical de la pratique historienne de l'art, admettons que l'activité permet d'embrasser un certain relativisme en regard de la connaissance, celle-ci étant toujours localisée à l'intérieur de normes et valeurs validées par une communauté de chercheurs. Et de façon complémentaire, cette activité pédagogique flexible, parce qu'elle propose d'engager une conversation autour de l'art et du pouvoir, entre autres, et parce qu'elle peut conséquemment permettre d'abandonner les visions eurocentrées pour interroger plutôt la représentation de l'autochtone, c'est une possibilité. Elle a le potentiel d'amener les étudiants à adopter une posture critique de l'histoire de l'art. Et ici, nous la comprenons comme découlant des théories décoloniales et critiques. Selon cette posture critique qui a gagné en popularité dans les dernières décennies et qui teint désormais toutes les sciences humaines et sociales, pas seulement l'histoire de l'art, l'histoire de l'art en particulier devrait être concernée par l'émancipation et l'activisme politique. L'étude du champ sert alors à dénoncer comment l'art a perpétué des idées racistes, sexistes, xénophobes. Elle sert aussi à rompre avec le statu quo au sein de nos institutions, héritières d'un colonialisme agressif et pluriséculaire, qui continue de protéger les privilèges des uns, exemple les Blancs, les hommes, et de propager les inégalités politiques, économiques, sociales et culturelles des autres, les femmes, les autochtones, les autres minorités ethniques, religieuses, sexuelles. Donc, voilà pour ma partie. Merci. Donc, on va évidemment l'arrêter ici. Donc, de manière à laisser toute la place aux étudiantes pour qu'elles fassent leur présentation. Simplement, un petit point. Donc, malheureusement, Marie-Ève Harvey ne va pas pouvoir être des nôtres pour les présentations, mais n'empêche qu'on peut continuer, là, Dominique, avec les présentations. Bonjour, c'est moi qui va commencer. Mon nom est Sophie Quirion, je suis étudiante au baccalauréat en histoire de l'art. Merci beaucoup pour cet accueil à ce colloque. Donc, pour cette présentation, je vais aborder une brève recherche que j'ai effectuée dans le cadre de ce colloque sur les chapelles de mission du 17e siècle représentées dans le tableau. Il s'agira de présenter quelques réflexions historiques et contemporaines sur celles-ci.
Ces deux chapelles précises n'ont pas été à ce jour l'objet central d'une étude, probablement parce qu'elles sont un élément secondaire du tableau, faisant partie intégrante du paysage à l'arrière-plan et ne faisant pas partie de l'intérêt principal de l'œuvre. Dans le célèbre texte de 1983 de Gagnon et Lacroix, elles sont mentionnées comme étant un détail permettant d'énoncer de potentiels indices sur l'année de production du tableau, au même titre, par exemple, que les blasons sur le navire derrière Anne d'Autriche, qui permettent d'emmener des hypothèses sur la possible origine du peintre. Ici, on les compare à la gravure de Grégoire Huret, représentant des saints martyrs canadiens. La ressemblance est frappante au point que le peintre de notre tableau s'en est fort probablement inspiré, ou plutôt les a copiés alors qu'elle circulait chez les Jésuites de Québec via le Historier Canadensis. Pour ma part, j'ai choisi ce sujet non pas pour y émettre des hypothèses quant à l'identité de l'artiste ou l'époque de sa production, mais plutôt comme prétexte d'y étudier l'histoire de leur architecture afin de mieux comprendre leur utilité dans les missions du 17e siècle. Poser un regard ciblé sur ces deux chapelles en arrière-plan du tableau m'a emmené à entreprendre des réflexions d'abord historiques sur leur forme, leur emplacement ou encore leur usage, puis des réflexions contemporaines et décoloniales qui sont plus que jamais d'actualité. Revoir les prémices des premiers édifices religieux en territoire autochtone que représentent entre autres ces deux chapelles par le biais du tableau et de son contexte m'a permis de poser des réflexions sur les luttes actuelles des Premières Nations contre l'héritage colonial. Premièrement, il est intéressant de faire une brève historique des chapelles de mission au 17e siècle afin d'essayer de comprendre quel rôle joue l'architecture religieuse, aussi rudimentaire qu'elle soit, ou plutôt d'essayer de comprendre comment ces chapelles ont su devenir le lieu central des villages. Il est d'abord nécessaire de s'intéresser à leur forme. Alors qu'il n'existe plus aucun exemple bâti de chapelles missionnaires datant du 17e siècle, les œuvres d'art sont parmi les seules possibilités d'envisager à quoi ils ressemblaient, en plus des descriptions des villages Wendat dans les relations des Jésuites. Je vous ai d'abord mis ici deux exemples de chapelles de mission dessinées par le missionnaire Claude Chauchetière, toujours au 17e siècle, afin d'avoir une meilleure idée de leur apparence architecturale et même de leur procédé de construction, donc sur l'œuvre à droite. Ces exemples-ci, datant d'un peu plus tard, soit de la fin du 18e siècle ou du 19e siècle, sont surtout pertinents pour vous donner une idée concrète de la taille que pouvaient avoir ces chapelles. Mais attention, il ne faut surtout pas confondre les chapelles missionnaires et les chapelles de procession qui sont construites en l'honneur d'un saint ou destinées à la procession d'un saint sacrement. Lorsqu'on se penche sur leur forme, on peut en dire de façon très juste qu'elles sont petites, donc elles ne servent pas pour accueillir des cérémonies, et qu'elles sont très simples, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un cube surmonté d'un toit à deux versants, sans clocher, le nid de détail rappelant les églises que l'on connaît, si ce n'est que de la croix toujours présente sur le toit. Lors de mes recherches, j'ai trouvé deux types de chapelles missionnaires que l'on retrouvait dans les villages autochtones, dont le premier est celui des maisons longues qui intégraient une chapelle. Cette idée semble avoir été prise chez les Récollets, puis pendant plusieurs années chez les Jésuites. En effet, lors de la construction des maisons longues destinées aux Jésuites, on installe des cloisons pour séparer les pièces, dont une servait de chapelle. C'est en 1638 que fut construite la première chapelle autonome en territoire Wendat, soit le deuxième type de chapelle missionnaire. On peut se douter que l'architecture des chapelles autonomes, comme celles qui apparaissent dans notre tableau, est importée de modèles venant de la France ou d'ailleurs en Europe. Toutefois, les missionnaires n'ont probablement pas eu le choix de s'adapter aux conditions d'ici et aux matériaux disponibles, tels que la sorte de bois, au point que Muriel Clerc, dans sa thèse du décor rêvé aux croyants aimés, les nomme de maisons longues miniaturisées. Intéressons-nous maintenant à leur forme. Les Wendat sont, selon les Jésuites, un exemple parfait d'une union non seulement basée sur le commerce, mais aussi sur l'apprentissage de la foi. Une sorte de réciprocité obligatoire entre le commerce et le christianisme. Un des éléments clés de cette cohabitation fonctionnelle entre Jésuites et Wendat est sans aucun doute la présence des chapelles dans les villages, ici vues comme des lieux de culte, de donation et de prière. Il est clair que la chapelle est vite devenue le lieu central des missions, autant par leur emplacement que par leur utilisation quotidienne. Par exemple, ici, on voit sur la carte réalisée par Cyr de Villeneuve, ingénieur du roi, en 1685 et 1686, le village huron de Notre-Dame-de-Lorette par le père Chamonneau, où la première chapelle était placée au centre de 4 rangées de maisons longues disposées en carré. L'idée de bâtir une chapelle au cœur des villages de mission est un geste fort parce qu'elle agit comme le symbole de la religion catholique, le lieu concret de la foi.
C'est un lieu qui servira de dépôt pour les nombreux dons que font les Autochtones. En effet, le don est une pratique courante dans la pratique Wendat et désormais, par syncrétisme, on y offre des cadeaux symboliques au Christ. Dans les villages hurons, la chapelle agit aussi comme un lieu de transition symbolique entre le village et le champ agricole. Muriel Claire ajoute « réceptacle temporaire des biens de la terre qui seront distribués aux nécessiteux » et elle est conçue comme le lieu d'une transformation. Deuxièmement, j'aimerais aborder quelques réflexions contemporaines sur les chapelles missionnaires, en commençant par celle de notre tableau, par le biais d'une brève analyse iconographique. La présence des deux chapelles n'est certainement pas un hasard venant d'un tableau qui illustre sous plusieurs aspects un idéal de l'évangélisation des peuples autochtones. On sait, selon les relations, que la fréquentation de ces lieux religieux par les Autochtones était une fierté chez les Jésuites. Le père Chaumonot en sera tellement fier qu'il décrira les villages abritant les chapelles comme un idéal d'ordre, de règlement et d'obéissance. De mettre ainsi dans le tableau le Wendat, dont son apparence porte déjà à croire une évangélisation réussite, devant de tels lieux est révélateur d'une représentation voulant idéaliser cette relation coloniale. Oui, non seulement... excusez-moi. Cependant, le lien entre les deux chapelles et la foi du Wendat ne serait pas aussi alarmant si ce n'était pas de sa position corporelle. Il est agenouillé, non seulement devant la reine Anne d'Autriche, mais aussi près des chapelles. Le regard du spectateur, lorsqu'il se pose sur l'Autochtone agenouillé, fait facilement une association logique entre ce dernier et les chapelles revêtues de croix. Ajoutons que le peintre aurait aussi très bien pu illustrer d'autres types de bâtiments, par exemple des habitations, au lieu de laisser croire une présence prédominante d'une architecture religieuse en territoire autochtone. Leur fonction s'avère alors bien plus qu'une simple décoration dans l'espace pictural. Elles deviennent un support à l'idée coloniale. Pour conclure, j'aimerais faire un parallèle avec ma présentation d'aujourd'hui et les récents événements dans l'ouest du soi-disant Canada, où de nombreuses églises en territoire autochtone ont été incendiées suite aux découvertes tragiques de dépouilles d'enfants sur les terrains des anciens pensionnats. Je crois qu'il est possible d'y voir ici des attaques symboliques contre un lieu fortement lié à la colonisation. Nous l'avons vu, les chapelles missionnaires ont été construites sur le territoire nord-américain afin de devenir le lieu même de l'évangélisation. Au 20e siècle, l'Église doit s'adapter à la modernité et trouver de nouvelles stratégies pour garder sa mainmise, notamment sur les peuples autochtones. Suite au Concile Vatican II des années 1960, les missionnaires adoptent des concepts comme celui de l'inculturation, c'est-à-dire une évangélisation supposément attentive aux mœurs et à la culture des peuples ciblés. Sur le PowerPoint, j'ai mis un exemple d'une inculturation qui fait aussi un clin d'œil à notre tableau étudié. Donc, en fait, c'est la Sainte Famille que l'on a mis sous les traits de personnes autochtones et devant la nature canadienne idéalisée, comme on voit bien. Toutefois, il semble hypocrite qu'une telle motivation à s'adapter à la culture de l'autre ait lieu au même moment où les pensionnats sont toujours actifs. Rappelons que de telles institutions étaient basées sur des objectifs comme celui de tuer l'Indien en l'enfant. Alors que plusieurs églises ont été construites, reconstruites et même préservées au cours du siècle passé sur les réserves autochtones de l'Ouest canadien, il est pertinent de se demander si leur présence joue désormais un rôle positif dans les communautés ou si elle demeure une tâche indélébile d'injustice. Ainsi, l'architecture, qu'elle soit celle du pouvoir, de la justice, qu'elle soit religieuse ou commémorative, s'avère souvent à être l'incarnation physique de l'oppression, dans ses formes et dans ses fonctions. Et il n'est pas surprenant qu'elle soit parfois la cible d'actes de vandalisme pour faire passer un message politique. S'attaquer au bâtiment d'une institution, c'est autant s'attaquer à sa praxis contemporaine qu'à son histoire, qui, dans notre cas, est résolument coloniale. Merci beaucoup pour votre écoute. Bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier Pierre-Olivier pour l'opportunité de m'impliquer avec lui au sein du colloque. C'est une expérience très enrichissante pour moi et je le remercie grandement de sa générosité. Je tiens également à remercier le comité scientifique d'avoir retenu ma proposition. Ma communication se base sur un travail de recherche que j'ai effectué à l'hiver 2019 et aborde la représentation maternelle d'Anne d'Autriche dans le tableau « La France apportant la foi au Wendat de la Nouvelle-France ». La présence de la reine de France dans l'œuvre a été le point de départ de ma recherche.
J'ai voulu comprendre pourquoi elle était représentée dans ce tableau, puis quel était son rôle dans l'iconographie et le sens de l'image. Le résultat de ma recherche a été de noter qu'Anne d'Autriche incarne une triple maternité dans le tableau. Elle est à la fois reine-mère, mère-patrie et nouvelle-mère du peuple Wendat. Nouvelle-mère, entre guillemets. Pour ce faire, je me suis basée sur des sources littéraires, mais également visuelles, pour établir des rapprochements iconographiques, comme vous allez le constater lors de ma démonstration. Je suis partie d'un corpus d'œuvres contemporaines à 1666 pour comprendre où se situe Anne d'Autriche dans la France apportant la foi au Wendat de la Nouvelle-France par rapport à ses autres représentations religieuses. J'ai pu établir des parallèles visuels entre l'iconographie religieuse de la reine et celle de l'œuvre qui nous intéresse. Je vous propose de faire un retour sur les étapes de mon cheminement de recherche. Anne d'Autriche, la fille du roi d'Espagne Philippe III, naît en 1601 à Madrid et décède en 1666 à Paris, date de création de notre œuvre. Elle est promise en mariage dès 1602 au dauphin de France, le futur Louis XIII. Elle arrive en 1615 en France pour son mariage et reste dans ce pays jusqu'à sa mort. En 1638, elle donne naissance à son premier enfant, le futur roi Louis XIV, le roi Soleil. Anne d'Autriche se présente dès le début de son règne comme une souveraine très catholique, mais son implication religieuse s'accentue à la mort de Louis XIII en 1643. À ce moment, elle augmente ses visites et ses retraites religieuses dans différentes fondations féminines et confréries religieuses de Paris. Amie avec la prieure du couvent du Val-de-Grâce, Marguerite de Vény d'Arbouze, elle finance le déménagement de la congrégation bénédictine plus près du centre de Paris. À la mort de Louis XIII, en 1643, elle entreprend les rénovations du Val-de-Grâce, suivant une promesse faite à Dieu de lui bâtir un temple magnifique s'il lui donnait un dauphin. Le contexte de la contre-réforme et des guerres de religion encourage également la royauté française à exprimer son soutien à l'Église catholique par des déploiements architecturaux et artistiques. La reconstruction de l'abbaye, sous le signe de sa nouvelle régence, fait donc de ce lieu un ex-voto glorifiant la naissance de Louis XIV. Le couvent, qui est alors le plus grand chantier religieux de Paris, comprend un programme iconographique construit autour de, et je cite, la nativité de l'enfant Jésus et de la Vierge Marie, dont la naissance miraculeuse du roi et la maternité glorieuse de la reine sont un reflet. Fin de la citation. C'est ce culte de la dévotion religieuse à la suite de la naissance du roi que nous pourrons relier dans quelques minutes à la France apportant la foi au Wendat de la Nouvelle-France. Dans le tableau, Anne d'Autriche représente allégoriquement la France, mais elle est aussi représentée comme l'émissaire de la religion catholique auprès des Wendat. Premièrement, la présence d'Anne d'Autriche s'explique par le rôle important qu'elle a eu au sein de la colonie de la Nouvelle-France, puisque c'est sous son règne qu'a été fondée la mission Wendat des Jésuites. Considérant cela, il est normal que la France soit représentée sous ses traits. La colonie de la Nouvelle-France connaît un grand essor missionnaire dès 1632, lorsque les Jésuites constituent le seul ordre missionnaire masculin à pouvoir s'établir dans la colonie. En 1643, au moment où décède Louis XIII, les Jésuites font des demandes de financement auprès de leur patrie, la France, qui est alors dirigée par la régente Anne d'Autriche. De plus, la reine exerce un impact chez les habitants de la colonie qui mettent en place des déploiements liturgiques importants à sa mort. Produite peu de temps après la mort de la régente, l'œuvre d'intention historique va aussi de pair avec la grande estime et l'affection où la tiennent les habitants de la Nouvelle-France. Deuxièmement, la reine-mère étant une fervente représentante du christianisme, sa présence dans le tableau prend son sens lorsqu'on sait que l'œuvre vise à illustrer comment les Wendat ont embrassé la foi. Dans l'œuvre, la reine agit comme intermédiaire entre la foi et les Wendat, alors qu'elle leur présente le tableau de la Sainte Famille et pointe ses membres au ciel. Le dernier rôle maternel d'Anne d'Autriche dans le tableau est celui dans lequel elle incarne la nouvelle mère de la communauté Wendat. Dans les relations des Jésuites, on dit que pendant la période de colonisation, Anne d'Autriche se déclare la mère et protectrice de ses sujets installés en Nouvelle-France, mais également des peuples autochtones que l'on tente de convertir au catholicisme. Tel qu'il le mentionne dans la citation, la reine, dont les bontés ne sont pas limitées par les bornes de l'Europe, s'est nettement déclarée la mère et la protectrice de ces sujets français et sauvages de ces contrées. Donc, d'elle-même, elle se positionne alors dans un rôle protecteur de mère pour les communautés autochtones. On
peut d'autant plus affirmer cette fonction maternelle lorsqu'on compare l'image de la reine dans le tableau avec d'autres représentations de l'époque. Suite à la naissance de son fils, l'iconographie d'Anne d'Autriche évoque une thématique de la maternité étroitement reliée à sa dévotion religieuse personnelle, comme nous l'avons mentionné. Certaines représentations européennes la montrent en position d'offrande, présentant le jeune Louis à la Sainte Famille. Notre premier exemple est une huile sur bois de Juste d'Egmont. Bien que sa date de réalisation soit antérieure à 1666, elle s'intègre bien dans notre propos par ses caractéristiques visuelles et par la présence de la Sainte Famille. L'œuvre concorde avec l'image de la dévotion religieuse de la reine et représente une prière de la famille royale devant la Sainte Famille. Le roi, la reine et le dauphin sont agenouillés et remettent leur pouvoir royal entre les mains divines. L'illustration de l'enfant Jésus dans ses langes accentue la maternité de la Vierge, parallèle à celle d'Anne d'Autriche. Dans cette gravure de Claude Mélan, Anne d'Autriche tient dans ses bras le jeune Louis XIV qui, encore ici agenouillé, remet la régence à la Vierge Marie et à son enfant. Dans l'œuvre de Philippe de Champaigne, c'est la même chose. Le fils d'Anne d'Autriche procède à la remise du pouvoir royal au Christ et à sa mère. Les yeux de la reine-mère sont levés vers la Vierge dans une attitude de confiance envers sa semblable. De plus, dans les trois exemples, les personnages sont agenouillés devant les figures divines en signe d'humilité devant la grandeur céleste. On retrouve cette même position chez le Wendat, qui est agenouillé à la fois devant la religion et devant la régente, qui, elle, représente le pouvoir de la patrie et de l'Église. Alors que dans les images que nous avons montrées, Anne d'Autriche présente son fils en offrande à la religion catholique. Dans la France apportant la foi au Wendat de la Nouvelle-France, c'est elle plutôt qui présente la foi catholique à ses nouveaux fils. Le tableau illustre ainsi son rôle d'émissaire de la foi catholique et de mère auprès des populations Wendat. En conclusion, Anne d'Autriche incarne une triple maternité dans le tableau, à savoir un rôle de reine-mère, de mère-patrie et de nouvelle-mère des Wendat. Dans notre démonstration, la maternité semble s'illustrer différemment selon la société à laquelle elle est rattachée. En France, par les œuvres que nous avons montrées, c'est la mère, Anne d'Autriche, qui est à genoux et qui est prête à tout sacrifier pour son fils, Louis XIV. En parallèle, dans l'œuvre de notre colloque, la mère est debout et elle agit comme un phare pour les Wendat. Et par cette position, elle incarne aussi son autorité politique et coloniale sur les peuples autochtones. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Camille Bourgeois, puis je vais aujourd'hui présenter mon travail de recherche sur la Sainte Famille et l'idéal colonial. Donc, d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs et organisatrices du colloque de m'avoir invité à présenter mon travail. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être devant vous aujourd'hui. Donc, comme il a été mentionné plusieurs fois, la recherche que je vous présente est le résultat d'un travail mené dans le cours de Pierre Olivier. J'ai réalisé ce cours lors de ma première année de baccalauréat, alors j'ai dû actualiser quelque peu mon travail afin de prendre en compte mes plus récentes connaissances et sensibilités. Donc, lorsque nous avons été invités à analyser l'œuvre, c'est la double présence de la Sainte Famille, à la fois dans le ciel et dans le tableau offert, qui m'a le plus intriguée. Je vais vous montrer. Donc, pour qu'elle soit représentée ainsi à 2 reprises, cette iconographie devait avoir une importance particulière au sens et à la vocation du tableau. Donc, en guise de rappel rapide, la Sainte Famille est habituellement composée de 3 membres principaux, donc Jésus, Marie et Joseph. S'ajoutent à eux d'autres personnages lorsqu'on parle plutôt de la Sainte Famille élargie. Donc, dans ce tableau, par exemple, on peut remarquer la présence de Sainte Anne et Saint Joachim. On peut aussi remarquer la présence de la famille céleste de Jésus, soit le Père et le Saint-Esprit, comme on voit plus haut. Ensuite. Donc, l'iconographie de la Sainte Famille est véritablement riche et reprise par plusieurs artistes de différentes époques. Donc, ici, nous pouvons voir notamment la représentation de la Sainte Famille de Michel-Ange et aussi la représentation de Joachim et Anne par Filippino Lippi. Donc, pour revenir à l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai commencé par me pencher sur l'importance donnée à la Sainte Famille à cette époque, soit autour de 1660 en Nouvelle-France. Comme le mentionne l'historienne de l'art Muriel Clair dans sa thèse de doctorat, il y a une hausse considérable de la dévotion à la Sainte Famille dans ce contexte géographique et temporel précis.
Ce phénomène pourrait s'expliquer de différentes façons. D'abord, le chercheur Roland Gauthier précise qu'au 17e siècle, le culte à la Sainte Famille est déjà très répandu en Europe, ce qui expliquerait que la colonie française partage cette dévotion. Sinon, Roland Gauthier énonce aussi quelques faits anecdotiques s'étant produits en Nouvelle-France, dont la fin soudaine d'une épidémie chez les Wendat grâce à des prières faites à la Sainte Famille. Je vais rester là. Donc, dans tous les cas, en Nouvelle-France, les manifestations de l'importance de ces figures se font nombreuses. D'abord, le père Chemonneau et Madame Daibou fondent une congrégation en son nom à Montréal en 1662. Une seconde congrégation de la Sainte Famille sera établie au sein d'une communauté autochtone à Notre-Dame-de-Foix en 1671. Entre les deux, en 1665, Monseigneur de Laval fonde la confrérie de la Sainte Famille à Québec et finalement, en 1684, une fête est même créée sous son initiative à l'image des personnages saints. Cette fête ne sera reconnue par contre officiellement par l'Église catholique qu'en 1893. Donc, le tableau que nous étudions à travers ce colloque est produit en plein dans cette période de dévotion, soit vers 1666. À la lumière du contexte que nous avons étudié, que peut alors signifier la double présence de la Sainte Famille élargie dans le tableau? Sans même analyser l'œuvre en détail, il apparaît assez évident, et on l'a vu dans le colloque jusqu'à maintenant, qu'elle a été produite dans un contexte de colonisation et qu'elle a donc servi à véhiculer des valeurs du colonialisme. Ainsi, dans ce tableau, j'ai analysé la présence marquée de la Sainte Famille comme participant à cette idéologie, car elle semble être le vecteur d'un certain idéal colonial. Donc, lors de ma recherche, j'ai trouvé deux pistes de réflexion principales qui pourraient justifier l'emphase mise sur la Sainte Famille dans l'œuvre. En premier lieu, il pourrait y avoir une volonté de simplifier le message religieux dans une optique de conversion des peuples autochtones. Donc, comme le mentionne le doctorant en théologie Pierre Robert dans les cahiers de l'Oratoire Saint-Joseph, les thèmes de la Sainte Famille et de la Sainte Trinité représentent véritablement l'essentiel de la foi. Il est vrai que dans l'œuvre, le tableau offert au Wendat de la Nouvelle-France représente la Sainte Famille, et si l'on se fie au titre de l'œuvre, la Sainte Famille sera donc une personnification de la foi donnée au peuple autochtone. Donc, ces trois personnages, ou même 7 dans le cas de notre œuvre, constituent la cellule familiale de la foi tout entière et possèdent en même temps un fort potentiel introductif. Limiter le message religieux à la présentation d'un nombre restreint de figures principales peut être considéré comme une tentative de rendre plus accessible l'histoire catholique qui est assez longue et complexe. Étant donné que ces figures sont représentées à 2 reprises dans le tableau, on sent une volonté d'insister sur l'importance particulière des personnages. En second lieu, la double présence de la Sainte Famille dans le tableau pourrait également être liée à la nécessité de production d'un nouveau modèle familial. Dans le contexte colonial, on sait que les peuples autochtones ont perdu nombreux de leurs proches et que les familles sont souvent séparées pour différentes raisons. Aux yeux des missionnaires, les peuples autochtones sont aussi, et je précise que ce n'est pas du tout ma pensée, spirituellement égarés et ont besoin de se rallier aux Occidentaux pour être sauvés. Donc, la Sainte Famille se veut alors comme une famille de remplacement, un modèle qui véhicule encore une fois plusieurs valeurs que le catholicisme s'efforce de propager dans la colonie. Il s'agit d'une famille nucléaire de 3 générations qui se veut accueillante, prête à adopter spirituellement ceux qui se tournent vers elle. L'ajout de la Sainte Famille céleste renforce d'ailleurs cette idée. Donc, dans Pèlerinage aux sources spirituelles de la Nouvelle-France, la Sainte Famille, Pierre Robert statue les 3 commandements de la Sainte Famille qui sont commander, obéir et aimer. Ces 3 commandements se veulent être une ligne de conduite pour tous les membres d'une famille, petits ou grands. Régi par une vision très patriarcale et occidentale de la famille, le terme commander s'appliquait aux pères de famille et aux prêtres, alors que le terme obéir devait régir la conduite des femmes et des enfants. Donc, à travers cette organisation verticale de la famille, les membres devaient éprouver les uns pour les autres un amour inconditionnel. Ce n'est pas la première fois que l'iconographie de la Sainte Famille est utilisée pour véhiculer un modèle de famille aimante, prête à accueillir les Autochtones. Pour des raisons de sensibilité, de respect et de cohérence avec le colloque, le titre de l'œuvre a été ici changé pour celui que je vous présente. Donc, l'œuvre de la Sainte Famille à la Wendat, attribuée au frère Luc, représente bien la signification donnée à ce thème iconographique. Le tableau représente une jeune autochtone agenouillée devant la dite famille. Marie tient l'enfant Jésus sur ses genoux et Joseph pose une main aimante dans le dos de la femme autochtone. Le jeu de regard entre les personnages témoigne d'un amour et d'une bienveillance qui fait partie des idéaux de la Sainte Famille. Cet accueil d'apparence chaleureux est repris dans le tableau étudié dans ce colloque, alors qu'on peut remarquer
un record de reconnaissance de la part du Wenda représenté dans le tableau. Plus encore, comme le mentionne Muriel Claire dans sa thèse de doctorat, on a souvent tenté de donner une fonction d'unification de la colonie à l'image de la Sainte Famille. Non seulement cette image de famille idéale procure-t-elle une ligne de conduite pour tous, mais elle symbolise aussi et avant tout l'importance de la famille et l'amour que tous partagent les uns pour les autres. Donc, en résumé, le symbole de la Sainte Famille avait une réelle importance dans la colonie de la Nouvelle-France au 17e siècle. Celle-ci constitue un motif simplifié, ce qui va de pair avec un projet d'évangélisation des Autochtones. Elle présente également un idéal familial qui entend guider la conduite de chacun et fournir au peuple autochtone une famille de substitution. La Sainte Famille apparaît alors comme un idéal d'unité dans la colonie entière. Il est certain qu'en une présentation de 10 minutes, je ne peux représenter toute la complexité de la culture coloniale et de ses effets sur les individus opprimés. La colonisation a eu des impacts importants sur la santé, les conditions économiques, la spiritualité, l'histoire et la politique des personnes concernées. Aussi, en tant que personne blanche, je n'ai pas la prétention de dire que je connais mieux que quiconque ce sujet, mais j'ai l'intuition quand même que cette iconographie constitue un endroit riche à explorer pour comprendre le rôle qu'a pu jouer l'image de la Sainte Famille dans la création d'un idéal colonial. Merci. Donc, bonjour. Je voulais d'abord vous remercier pour l'écoute et pour le comité organisateur qui a permis la tenue de cet événement. J'aimerais reconnaître que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé des Giengiaga-Mohawk. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du paysage dans l'œuvre « La France apportant la foi » ou Wendat de la Nouvelle-France. Ma question de base était: est-ce que la représentation du territoire dans cette œuvre peut être révélatrice et porteuse de signification par elle-même? Dans cette présentation, mon interprétation est que le paysage représenté est porté par une idéologie coloniale. Il devient ainsi un moyen d'exprimer l'appropriation et le désir de connaissance du territoire par un ou une peintre. Je ferai d'abord un retour rapide historique sur la représentation du territoire en Nouvelle-France, pour ensuite procéder à une lecture du paysage dans l'œuvre pour y dégager les éléments révélateurs de cette idéologie colonisatrice. Débutons par le retour historique. Lors des étapes initiales de la colonisation, les premiers occupants européens cherchent à s'adapter à ce nouvel environnement. L'art occidental devient un outil de repère. Il sert à évaluer, à noter, à situer. Des cartes sont donc réalisées et, à travers celles-ci, il est possible d'entrevoir l'optique des colonisateurs, car les représentations du territoire sont manipulées pour servir l'idéologie coloniale. Nous pouvons par exemple observer la carte de Champlain gravée en 1612 par David Pelletier qui démontre qu'au moment de sa réalisation, l'enjeu ne s'agit pas de s'approprier l'espace, car les ressources humaines sont insuffisantes, mais plutôt d'en évaluer le potentiel. Dans cette carte, les ressources sont bien identifiées, on peut voir ici au bas de la carte, et les lieux sont représentés par la ressource qu'on peut y trouver, comme ici du bois, des rats musqués ou des porc-épics. La nature du pays colonisé est donc vue avant tout comme un réservoir potentiel de richesse, quelque chose à domestiquer et à utiliser. Un intérêt scientifique pour la flore se développe alors. Avec l'aide des Autochtones, les herboristes colons, comme Louis Hébert, découvrent de nouvelles variétés. C'est grâce aux Autochtones qu'il apprend à identifier un certain nombre de plantes et à connaître leur utilité. Cela étant, il va de soi que l'art devient un symbole d'implantation et le paysage reflète aussi les désirs idéalisés des colonisateurs. Stéphanie Chaffré, dans un texte publié en 2005, affirme que la représentation du paysage traduit la relation des personnes à l'espace ou à la nature. Il permet d'exprimer son identité, d'affirmer sa présence et de s'approprier symboliquement le territoire. Plusieurs peintres le prouvent. Malgré la relative connaissance de la flore, le paysage est représenté souvent de manière exotique. La présence incongrue d'un palmier au centre de l'œuvre « Le martyre des Jésuites » réalisée en 1665 le démontre. Les Français tentent de prendre possession du territoire nord-américain de façon physique, mais le colonisent aussi de manière symbolique à travers le discours transmis par les récits de voyage et les œuvres d'art. Ces représentations qui circulent en Europe résultent d'un mélange
de l'expérience physique des voyageurs, mais aussi de l'imagination des peintres qui, pour la plupart du temps, n'ont pas traversé l'océan et peignent sur une base imaginative. Dans l'œuvre que j'analyserai, plusieurs éléments peuvent nous indiquer que le paysage peut servir de tremplin pour les désirs des colonisateurs et cherche à affirmer la possession du territoire. Premièrement, le paysage est représenté de manière édénique. En effet, puisque le paysage sert de projection au désir d'empire des colonisateurs, il est perçu comme une sorte de paradis perdu à explorer. Quelques éléments trahissent cette vision idéalisée. La manière dont le peintre représente les pierres n'est pas réaliste. Il semble leur attribuer un côté coupant, désertique, sans trace de passage. Les montagnes au loin, nues, sans végétation ni habitation, viennent soutenir cette idée de terre vierge. Par la suite, la prise de vue n'est pas réaliste. C'est un lieu qu'on ne peut pas trouver réellement. Il n'y a pas d'endroit où le fleuve tourne ainsi. Juste à Montréal qu'on pourrait imaginer un tournant comme ça, mais en fait, il n'y a pas de montagne à cet endroit. De plus, c'est une prise de vue qui est dramatique. La porte La Chapelle que j'ai encerclée donne l'impression de mener directement au précipice et il ne semble pas y avoir de quai pour le bateau. Cela accentue l'effet de terre intouchée. La particularité de la Nouvelle-France est qu'à la fois connue et inconnue. Là où la peintre française a sûrement eu accès à des œuvres représentant la flore de ce lieu, mais aussi laissé libre cours à son imagination. Dans l'œuvre, on peut voir que l'artiste aurait aimé montrer qu'elle connaissait la nature de ce territoire par la représentation d'espèces variées et détaillées dans une même œuvre. Chaque arbre est différent et semble avoir sa propre personnalité. Le résultat reste scientifiquement inexact. Si on observe bien l'arbre à droite, son architecture n'est pas scientifiquement correcte. Effectivement, les branches ne peuvent être qu'alternes, donc des branches insérées isolément à des niveaux différents ou opposées des branches attachées face à face. Dans ce cas-ci, elles sont les deux et cela n'est malheureusement pas possible dans la réalité. Merci à mes parents qui sont ingénieurs forestiers. Deuxièmement, l'œuvre comporte une représentation de vignes, ce qui rentrerait plus dans la logique de répertoriage. En effet, il y a plusieurs types de plantes grimpantes au Québec, mais la feuille de vigne se démarque de ces dernières par sa forme plutôt ronde, ses bords irréguliers et sa présence de différents lobes. Le fait que les feuilles se divisent en 3 parties distinctes et que la plante semble grimper sur l'arbre sont des indicateurs qu'il s'agit de cette plante. La représentation de la vigne peut être aussi analysée sémiotiquement. La vigne est un symbole important dans l'iconographie catholique. La grappe de raisin est associée à la terre promise et la vigne serait alors un symbole de résurrection spirituelle ou physique, un nouveau départ. Finalement, la vue du fleuve vient aérer la toile, elle donne l'impression d'ouverture et vient rappeler que les colonisateurs sont arrivés de loin, au-delà des limites visibles par l'océan. J'aimerais conclure cette présentation en citant des femmes autochtones, Natacha Canapé-Fontaine, Innu, originaire de Pessamit sur la côte nord, poète-interprète, comédienne, artiste en arts visuels et militante pour les droits autochtones et environnementaux, dans le livre « Kwe, Conversation sur le racisme », explique que ce n'était qu'une poignée de personnes au pouvoir qui a construit ce nouveau monde, celui des races et de leur hiérarchie, simplement pour avoir le monopole des ressources sur le territoire. Elle nous dit, et je cite, « Le racisme est né de cette relation de domination. L'homme l'a créé pour mieux parvenir à ses fins, pour exploiter le territoire ou son prochain, pour avoir plus de place, pour pouvoir mieux la prendre, s'imposer. » Elle explique que la pensée autochtone est imbriquée dans le territoire physique. C'est une relation et non un rapport de domination. Le territoire permet, et je cite, « d'entrer dans le monde étant donné que nous sommes qu'une infime partie de son corps géant, lui-même infime partie de tout le cosmos. » Elle nous demande « Qui sommes-nous pour prétendre être grands? Des enfants? » Liane Betsamoki-Simpson est théoricienne, écrivaine et musicienne autochtone, membre de la communauté Michissagi-Nishnabé. Pour elle, la Terre enseigne, elle a une fonction pédagogique. Elle affirme dans « As we always done »,« The land must once again become the pedagogy ». La Terre est une source de connaissances. En se l'appropriant, les colons ont en même temps tenté de retirer cet héritage aux Autochtones. Je crois que ma position en tant que femme blanche, eurodescendante, a ses limites. Je crois aussi qu'il est important de comprendre que l'héritage colonial se perpétue encore aujourd'hui et que dans une optique de réconciliation
Il faudra, oui, continuer à en parler, à écouter, mais il faudra aussi prendre action. Je ne peux que terminer cette présentation en affirmant qu'il faut désormais travailler à la restitution des terres colonisées. Merci. Alors, bonjour, je me présente, Vanessa Foisy. Je suis étudiante à la maîtrise en histoire de l'art et j'étais étudiante de Pierre-Olivier à l'été 2017. Donc, d'abord, j'aimerais remercier Pierre-Olivier pour une autre belle opportunité en me donnant la chance de participer à ce colloque avec vous. Je tiens aussi à remercier le comité organisateur pour la sélection de ma candidature. Alors, tout comme nous, plusieurs historiens de l'art ont écrit et travaillé sur le tableau des Ursulines de Québec afin d'approfondir leurs connaissances sur celui-ci. John Russell Harper en fait partie et lors de mes lectures dans son ouvrage « La peinture du Canada des origines à nos jours », une citation m'a interpellée et m'a amenée à développer une recherche sur la spatialité en abordant le motif de la mise en abîme, celui du tableau dans le tableau. La citation en question va comme suit. Excusez-moi. Comment? OK. Donc, l'idée du tableau à l'intérieur d'un autre tableau a pu être suggérée par une des compositions de Rubens que Rubens a consacrée à Marie de Médicis et que le frère Luc avait peut-être vue à Paris. L'attribution de cette œuvre au frère Luc a depuis été rectifiée et la proposition de cette œuvre de Rubens comme source d'inspiration est possible, mais elle n'est certainement pas l'unique œuvre qui a pu inspirer notre artiste, comme nous allons le voir. C'est donc en me basant sur quelques notions importantes du travail de recherche d'André Chastel, en particulier son ouvrage intitulé « Le tableau dans le tableau », dans lequel l'historien de l'art retrace la présence de ces mises en abîme selon les époques, que je tenterai de cerner quelles caractéristiques peuvent ressortir de l'utilisation de ce dédoublement. Ensuite, il sera intéressant de se demander comment et pourquoi cette mise en abîme, cette mise en scène de la peinture dans la peinture s'insère dans notre œuvre de la Nouvelle-France. L'analyse comparative avec des œuvres peintes au 16 et 17e siècle permettra entre autres de saisir la création de compositions dynamiques qui s'ouvrent sur un autre univers tant symbolique que proprement pictural. Dans son ouvrage « Fable, forme, figure » et plus précisément dans son texte « Le tableau dans le tableau », André Chastel retrace la présence de mise en abîme à travers l'histoire de l'art et analyse les effets de celle-ci dans plusieurs œuvres. Il s'agit d'un élément récurrent que l'on peut observer dans la peinture depuis le 15e siècle. Quelques notions retiendront mon attention, particulièrement dans les œuvres du 16 et 17e siècle. D'abord, le motif du tableau dans le tableau permet de créer une ouverture vers un nouvel espace. Lorsque les artistes choisissent d'utiliser cette méthode, ils peuvent l'utiliser de diverses manières, par le miroir, la baie ouverte ou le tableau. Toutes ces méthodes permettent de créer une composition plus dynamique qui s'ouvre sur une scène supplémentaire. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un tableau dans le tableau, les effets de la double représentation peuvent être variés. Observons deux œuvres afin de comprendre certaines possibilités. Dans la première de Fernando del Rincón, l'artiste fait une synthèse des effets voulus à l'époque. D'une part, le portrait de la Madone est accroché au centre, sur le mur intérieur d'une chambre. Cela permet d'unifier le lieu en ajoutant des détails intérieurs à un espace donné. Ensuite, le cadrage et le style de cette représentation affirment l'appartenance du peintre aux valeurs stylistiques de l'époque. Puis, la Madone, placée au centre de l'œuvre, ajoute une lecture symbolique, puisque ce ton d'eau sert à expliquer le miracle qui s'opère ou l'assistance miraculeuse de la Madone est nécessaire. Dans la deuxième œuvre, celle de Franz Floris, le tableau dans le tableau occupe aussi une place centrale et vient contribuer à la compréhension iconographique. Ce portrait de famille est complété par l'insertion d'une représentation d'un membre décédé. L'artiste vient ici compléter le système généalogique
mais aussi la composition puisque ce portrait est aligné en continuité avec la hauteur des autres personnages. Comme ces deux œuvres, le tableau à l'intérieur de l'œuvre « La France apportant la foi au Wendat de Nouvelle-France » occupe aussi une place centrale. Ici, le tableau est placé directement au centre, dans le bas de l'œuvre. Il participe étroitement à l'organisation picturale puisqu'il est placé directement à l'opposé de la scène qu'il représente, qui, elle, est centrée au haut du tableau. Ainsi, ce dédoublement facilite la lecture qui se fait de haut en bas, assisté par le personnage de la reine Anne d'Autriche qui pointe vers le ciel. Un autre élément qui a retenu mon attention dans les textes de Chastel est la morphologie de l'œuvre, c'est-à-dire de conserver dans le tableau représenté l'apparence de la peinture. Les scènes d'atelier et de peintres au travail sont de bons exemples de cette utilisation. Les représentations de Saint-Luc datant du 16e et 17e siècle sont aussi d'excellents exemples pour cette démonstration. Okay. Deux tableaux de ce genre ont retenu mon attention. Ils ont été choisis puisque, comme dans notre œuvre étudiée, le sujet peint prend la forme d'une apparition entourée d'angelots. Dans ces deux cas, l'apparition de la Vierge et l'enfant, représentés par Saint-Luc, prend la forme d'un travail inachevé et permet de conserver cet aspect de la peinture et de dessin. Il est aussi possible d'observer cette caractéristique dans notre œuvre. Bien qu'elle soit achevée, le manque de précision dans les détails et l'encadrement démontrent bien qu'il s'agit d'une œuvre peinte. Comme le mentionne Chastel, et je cite, « Si les personnages d'une scène annexe de la composition principale ne se distinguaient pas d'un tableau qui les représentait, ils seraient portés exactement au même degré de réalité que ceux de la scène principale. » Fin de la citation. Ainsi, la représentation de la Sainte Famille dans notre petit tableau n'existe pas dans le réel. En revanche, ce qui existe, c'est son interprétation imaginaire qui est subjective au peintre. Il faut donc dire que les personnages sacrés qui habitent l'image principale, les apparitions, renvoient quant à eux au monde réel. Ce dédoublement rappelle donc que l'ouvrage peint n'est qu'une représentation dont l'esprit doit savoir en tirer parti. Ce mécanisme qui s'opère dans notre tableau renvoie certainement au contexte historique de l'époque, celui de la conversion des populations autochtones par l'image. La fonction de cette mise en abîme est donc l'idée de rendre visible l'invisible des réalités spirituelles. Pour terminer, comme on a pu le constater dans ce résumé de ma recherche sur la spatialité de l'œuvre, le motif du tableau à l'intérieur du même tableau est assez récurrent dans les arts depuis plusieurs siècles. On le retrouve sous diverses formes, mais il permet toujours de créer une composition dynamique qui s'ouvre sur un autre monde. La place centrale accordée au tableau dans le tableau, l'organisation de l'espace et l'aspect physique de la représentation de la peinture permet d'ajouter une deuxième lecture aux œuvres. Dans la France apportant la foi au Wendat de Nouvelle-France, nous y retrouvons toutes les caractéristiques typiques des œuvres de la même époque, tout comme dans le tableau de Rubens proposé par Harper. Toutefois, ce qu'il y a de particulier dans le tableau est que la peinture soit le sujet principal. Cela sera un sujet privilégié beaucoup plus tard en histoire de l'art. De plus, le dédoublement du même sujet dans l'œuvre ajoute à la singularité de ce tableau et permet d'expliquer le contexte de conversion des Autochtones à l'époque de la Nouvelle-France. Le tableau, à l'intérieur du tableau, renvoie donc à une idée spirituelle qui s'inscrit dans le discours religieux et le message de la foi importé par la France. Merci. Okay, donc, pour cette dernière partie de notre première séance ce matin, comme je l'avais mentionné, je vais maintenant me pencher sur les principaux apprentissages réalisés par les étudiantes qui viennent tout juste de nous livrer leur présentation. Et là, vous pouvez déjà concevoir à quel point j'ai eu du plaisir à analyser leurs travaux. Donc, d'emblée, il ressort que le travail a permis aux étudiantes d'acquérir des savoirs en histoire de l'art autour du tableau. Les données recueillies ont notamment été prélevées du texte de François Margagnon, mais aussi d'autres lectures complémentaires en histoire de l'art, dans l'optique de contextualiser l'œuvre d'art, une composante indiscutable de la dissertation historique. L'année de production, les intentions de la production du tableau ou bien l'importance de ce tableau pour l'histoire de l'art en Nouvelle-France sont parmi les éléments communs relevés par les travaux des étudiantes.
À la différence, certains éléments présentés de l'ordre des connaissances validées par la communauté scientifique ont varié selon les thématiques préconisées. Comme nous avons pu le constater se rapportant à des ouvrages savants, Marianne a, par exemple, abordé le rapport que la reine Anne d'Autriche entretient avec la religion, Gabriel, le thème iconographique du paysage à l'époque coloniale, et Vanessa, la mise en abîme dans les tableaux européens des 16e et 17e siècles. Les étudiantes ont par ailleurs démontré une compréhension de la méthode de recherche en histoire de l'art, de la formulation d'une problématique à l'interprétation des données en passant par l'analyse et la confrontation de sources primaires et secondaires, mais aussi les règles de la dissertation historique avec l'appel de notes, les références aux auteurs, etc., et les principes de la communication académique, avec tout la structure, le ton, le débit, la durée. De manière notoire, il est apparu que les étudiantes ont recouru à un corpus documentaire reposant sur des sources multiples et variées, une collection de textes scientifiques d'auteurs québécois, canadiens, européens et même autochtones, des représentations artistiques de l'époque coloniale et plus largement d'artistes célèbres des 16e ou 18e siècles, ainsi que même des thèses de doctorat en relation avec les thèmes dépouillés. Toutes les interprétations présentées aujourd'hui, aussi originales soient-elles, reposent sur un argumentaire solide, lui-même ancré dans des preuves tangibles et des savoirs couramment admis en histoire de l'art. Les étudiantes se sont donc bien prêtées au jeu de leur enseignant, Pierre-Olivier, de s'initier à la pratique académique. Dans un second temps, 2 habiletés intellectuelles jugées nécessaires à la compétence historienne, d'après les champs de recherche de l'historiographie, de la philosophie de l'histoire puis de la didactique de l'histoire, peuvent se lire à travers les textes produits par les étudiantes. Toutes 2 forment des habiletés de ce qu'on appelle la pensée historienne, le processus par lequel les historiens construisent du sens en regard du passé. Donc, l'activité pédagogique a permis aux étudiantes d'abord de développer leur imagination historique, puis ensuite leur perspective historique. Donc, on est rendu au 2e apprentissage, c'est bon. L'exercice pédagogique a sollicité une compétence appelée l'imagination historique chez les étudiantes. L'imagination historique se définit comme la capacité à faire des inférences dans l'étude du passé. En fait, comme nous le rappelle l'historien américain David G. Staley dans un ouvrage assez récent, l'histoire n'est après tout qu'une succession d'hypothèses qui ne deviennent faits que vis-à-vis le fardeau de la preuve. Loin d'être pure fantaisie ou fiction, l'histoire serait en quelque sorte un produit de l'imagination de l'historien, elle-même régie et limitée par les preuves du passé et les arguments que le professionnel construit. Maintenant, comment cette imagination historique se traduit-elle dans le travail des étudiantes? Nous aimerions insister ici sur le fait que les 5 étudiantes sont parvenues à s'éloigner de l'historiographie traditionnelle concernant la peinture pour donner à l'œuvre une signification renouvelée en prenant comme point de départ leur propre intuition. Les étudiantes ont été en mesure, par un décodage minutieux des détails de la peinture, de soumettre des idées nouvelles au regard de la symbolique. Par exemple, Gabrielle apporte un symbolisme neuf par le biais de son analyse historique en mettant en lumière la représentation d'une vigne qui a cette double fonction de répertoriage de la nature et de message religieux. C'est aussi par jonglage imaginatif, couplé à une maîtrise de connaissances livresques, que Gabrielle parvient à conclure que les terres d'Amérique comme édéniques du tableau colonial représentent les désirs fantasmés des colonisateurs. De son côté, Vanessa emploie son imagination historique pour affirmer que, contrairement au tableau qu'elle a analysé précédemment, dans lesquels la mise en abîme était plutôt accessoire, la peinture offerte au Wendat est le sujet principal de l'œuvre, ce qui vient accentuer l'importance de l'événement historique, soit la conversion par l'image. Et de son côté, Sophie tente de percer le mystère des 2 chapelles et rappelle par une étude de la spécialité de l'architecture l'importance que la chapelle revêt dans la mission Wendat étant localisée en son cœur. Dans tous les cas, explicité, la part de l'imagination historique est incontournable, car le tableau ne se prête pas à une lecture aussi évidente de ces éléments. L'interprétation cohérente qui en a résulté a exigé que les étudiantes arriment leurs découvertes issues de leur imagination, de ce qu'elles sont parvenues à lire entre les lignes, avec la littérature académique. 3e apprentissage, celui du développement de la perspective historique. Un 3e apprentissage central a pu être relevé de notre analyse des 5 textes étudiants référant au développement de la perspective historique. Et selon les travaux du didacticien canadien Peter Sexchas, entre autres, la perspective historique est une habileté historienne d'empathie permettant à l'historien de comprendre les points de vue, les valeurs, les attitudes et les comportements propres aux acteurs du passé. Et l'optique visée se justifie à l'historien comme ne devant pas imposer ses propres expériences et préjugés dans l'examen des sociétés précédentes. Notons qu'une notion connexe autour de la nécessité d'incorporer de multiples perspectives dans la pratique de l'histoire a aussi beaucoup à voir avec cette considération des points de vue d'autres individus, pour éviter l'écueil des conceptions égocentrées du passé. Précisons de même que le concept de perspective historique tend à renvoyer à une dimension éthique de l'histoire.
La représentation des perspectives autres que celles ayant été historiquement dominantes peut contribuer à la reconnaissance passée ou actuelle des personnes que la société majoritaire a longtemps invisibilisées en raison de leur sexe, ethnie, religion, etc. Enfin, l'adoption d'une pluralité de points de vue peut permettre de mieux faire ressortir les dynamiques de pouvoir et générer une compréhension approfondie de celles-ci. Et de là peut naître un goût de participer positivement à un changement social pouvant culminer dans une lutte contre l'injustice sous toutes ses formes et la réparation des torts du passé dans le présent. Comment donc cette perspective historique se manifeste-t-elle dans les travaux des étudiantes? Il y a un premier niveau, elles adoptent toutes une perspective spécifique dans l'étude de l'œuvre soumise à l'analyse. Et la perspective adoptée provient de leur familiarisation avec un aspect du contexte de l'époque. Certains passages tirés des travaux des étudiantes témoignent bien que celles-ci interprètent en se référant directement à des pratiques de l'ère coloniale. Pour fournir un ou deux exemples, Marianne propose ceci. Il est normal que la France soit représentée sous les traits de la régente, puisque c'est sous son règne qu'est fondée la mission Wendat des Jésuites. Vanessa, de son côté, écrit « Très peu de tableaux de la même époque ont comme sujet la peinture. C'est quelque chose qui apparaîtra plus tard en art avec plus de représentation d'artistes et d'ateliers. » Plus significativement, en regard des tendances disciplinaires, il est arrivé que les étudiantes aient quitté le point focal européen pour inclure des perspectives autochtones. Et dans le contexte initial de ce travail, quelques étudiantes n'ayant pas présenté aujourd'hui avaient emprunté cette ligne de pensée. Mais il faut savoir qu'elles ne représentaient pas une majorité. Certaines avaient bien appuyé sur la dénonciation des rapports de pouvoir inégaux entre les colonisateurs et les Autochtones et un rejet des intentions nobles derrière la conversion religieuse illustrée dans le tableau. De nos présentatrices d'aujourd'hui, seule Sophie et Gabrielle, à l'origine, avaient affiché une position aussi critique. Rappelons un extrait de la plume de Gabrielle, donc de son ancien travail, et là j'ouvre les guillemets. Ces représentations qui circulent résultent de l'expérience physique des voyageurs et transforment l'environnement américain pour redéfinir la place qui occupe à la fois les Autochtones et les Européens, ce qui assoit le pouvoir. Fermez les guillemets. Ainsi que, et là j'ai un autre extrait, fermez les guillemets, à noter que les Français ne considèrent pas que les Autochtones ont des droits particuliers face à la propriété des lieux, fermez les guillemets. Gabrielle avait témoigné effectivement de la fonction de contrôle du territoire dans l'asservissement des peuples autochtones. Aujourd'hui, vous avez entendu les textes révisés des étudiantes. Entre 2 et 4 ans se sont écoulés entre leur première et deuxième version. Et à l'exception de Marianne et Vanessa, dont les thèmes s'y prêtaient peut-être un peu moins, les étudiantes ont toutes clairement revisité leurs propositions pour mieux tenir compte des changements survenus dans la discipline et s'arrimer à notre réalité sociétale qui entame tout juste ce qui sera un très long processus de décolonisation. Camille a abordé l'importance d'actualiser son travail et intégré un commentaire sur les valeurs du colonialisme, et même plus encore, là, si j'ai vraiment synthétisé. Sophie a évoqué l'actualité récente autour des pensionnats autochtones, en fait, la difficile situation autour des pensionnats autochtones, les chapelles incendiées dans les communautés autochtones. Gabrielle a poussé l'interprétation décoloniale en incluant un énoncé. Est-ce que tu as fait l'énoncé de reconnaissance territoriale? Oui, OK. Et a mis en lumière les perspectives de 2 femmes autochtones dans une conclusion qui était bien sentie. Elle a même pris position en faveur de la restitution de terres ancestrales aux peuples autochtones. Afin de bien camper leur interprétation dans un cadre impérialiste pluriséculaire, les étudiantes n'ont pas hésité à rappeler les faits d'histoire colonialiste au Canada et leur impact encore dans le présent. La position des étudiantes ici cadre parfaitement avec la posture davantage éthique ou activiste caractérisant l'ère décoloniale en recherche. Et pour quiconque y verrait un trop grand présentisme ou l'apologie d'une idéologie quelconque, précisons que les étudiantes ne se collent qu'à des faits historiques acceptés par la communauté d'historiens. Elles inscrivent les représentations repérées dans les textes d'époque ou événements subséquents sans tomber dans une analyse téléologique du passé colonial. Là, j'en arrive à ma conclusion. Ah, OK, j'ai du temps. C'est bon. C'est vrai que je suis rapide. Hein? Bon, donc, en définitive, l'activité pédagogique de Pierre-Olivier semble avoir permis de développer un ensemble complexe de compétences en histoire de l'art, mais aussi plus généralement nécessaires aux individus du 21e siècle, évoluant dans un monde en perpétuel changement, au sein duquel coexistent nombre de cultures et de savoirs complexes. Ces savoirs ne doivent pas être entendus comme autoritaires et finis, mais en redéfinition constante, étant fluides et tributaires de nos réflexions sociétales. Car le chercheur du 21e siècle adopte une attitude d'ouverture et de satisfaction à la multitude des visions et aux questions laissées en suspens. L'analyse des diverses propositions fait ressortir que l'histoire de l'art, comme n'importe quelle autre discipline, a pour première fonction de poser des hypothèses, d'oser laisser libre cours à notre imagination afin d'innover. Et nous pensons que les lectures différentes des étudiantes ont ajouté à notre compréhension de l'objet d'art. Nous souhaitons conclure en rappelant le rôle fondamental que l'éducation a joué dans la soumission de certains groupes, leur invisibilisation et leur discrimination.
Nous croyons aussi qu'il faille aborder comment nos disciplines et notre système académique continuent de reproduire ces inégalités. Et cette question aussi complexe que délicate est loin d'être résolue. Il est intéressant de souligner comment l'activité pédagogique s'inscrit dans une idée opposée à celle de conversion forcée ou d'apprentissage imposé, illustré par le tableau. L'usage de cette peinture dans le but de faire éclater les interprétations permet de bien montrer l'évolution de la discipline, de mettre à l'avant-plan un nouveau rapport au savoir, compris comme davantage postmoderne. Et son usage renouvelé peut participer, nous l'espérons, à un projet de justice sociale par la reconnaissance des voix autochtones et la proposition de discours critiques à l'égard des héritages du système colonial canadien. Donc, merci pour votre attention.